Quelques minutes de votre attention avant de céder la parole à nos panélistes. D'abord, pour vous remercier d'être en si grand nombre à cet atelier. Un atelier qui se penchera sur l'émergence d'un modèle d'affaires québécois de captation et de diffusion des arts de la scène. Toute une question, tout un dossier qui a fait beaucoup jaser, un dossier qui a soulevé plusieurs passions aussi, j'ai cru entendre. Je suis contente qu'on puisse être ensemble aujourd'hui, plusieurs intervenants, à la fois vous, représentants des différents réseaux de diffusion, mais aussi les gens de la Place des Arts, les gens des études, de l'étude qui a été faite, et qu'on puisse prendre ce moment-là pour peut-être remonter un peu dans le processus, reposer certains enjeux par rapport à cette captation potentielle. L'étude qui a été faite, on va se dire les choses. Il y a eu certains enjeux dans le passé, parfois, qui ont été déshéritants, on va le dire comme ça. C'est vrai. Ce à quoi je vous convie aujourd'hui, c'est peut-être de laisser ça un petit peu de côté et de regarder là où on pourra être ensemble dans un demain qui est à nos portes. C'est-à-dire que j'ai l'impression, puis je trouve ça intéressant que ça s'inscrive dans la journée d'aujourd'hui, qui justement nous a invités tout au long des ateliers, particulièrement ce matin. Je pense à Sylvain qui nous disait comment on peut questionner nos environnements différents, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va perdre l'essence de ce qu'on est, puis l'essence de ce qu'on fait. Vous l'aurez dit d'ailleurs, vous tenez quelque chose que peu de gens ont, cette capacité d'être en vrai dans un lieu, dans un espace-temps, mais par contre, le numérique nous amène à pouvoir questionner l'environnement dans lequel on travaille et on évolue, et ça peut se faire en collaboration, en partenariat, et ça nous demande parfois d'avoir une façon autre de penser et d'entrer en relation. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que j'ai envie qu'on reçoive les résultats de l'étude et qu'on regarde plus tous ensemble quelles sont les opportunités potentielles que ça peut nous apporter, ce qui ne veut pas dire non plus que ça ne pose pas des enjeux, parce que lorsqu'on est dans un processus de changement, il y a nécessairement des enjeux qui se posent. Maintenant, je pense qu'on est assez d'intelligence collective ensemble dans le réseau, partout, avec tout le monde, pour y faire face et tirer le meilleur profit de ce qui est à nos portes et de la manière dont on peut travailler ensemble. Je pense encore et je le considère, et j'espère qu'on sera là-dessus après et qu'on pourra poursuivre cette discussion-là sur le potentiel que ça peut apporter, ces moyens de diffusion qui sont autres, parce que de toute façon, c'est à nos portes. Alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est important de le regarder. C'est important de soulever aussi les enjeux qui nous concernent, parce qu'il faut en parler. Puis c'est une première tribune. Je trouve ça très généreux de la part des chercheurs et de la Place des Arts d'être ici pour venir dévoiler en primeur les fruits de l'étude auxquelles on a participé. Donc, sachez-le, c'est quand même, ils ont tenu à être là et à vous tenir informés, parce que c'est important pour eux, c'est important pour nous. Je pense que c'est important aussi pour le conseil d'administration qu'on soit tous dans le coup là-dedans. Alors, j'en dirai pas plus. Je voulais juste comme vous inviter à cet état d'esprit là pour recevoir ce qui s'en vient. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Clotilde Cardinal, Clotilde qui est directrice de la programmation de la Place des Arts et qui ensuite la passera à son tour aux chercheurs. Donc, c'est Martin Tétu et Sophie Dubois-Paradis qui ont mené cette étude que certains d'entre vous ont déjà aussi rencontrée. Alors, Clotilde, je te passe donc la parole. Merci beaucoup. Merci. Vous excuserez si je parle du nez, j'ai vraiment un très gros rhume, puis je peux éternuer à tout moment. Je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais donner juste un petit peu de contexte. Je serai brève, rassurez-vous, mais je reste à la fin pour appuyer l'équipe de chercheurs que j'ai accompagnée toute l'année dernière avec mon collègue Christian Ruel pour accueillir vos questions. Donc, juste vous dire un peu de contexte que il y a quelques mois, le ministère de la Culture nous a demandé à la Place des Arts d'être le mandataire pour conduire cette étude-là. Normal, le ministère, quand vient le moment de donner ce genre de dossier plus opérationnel, regarde son portefeuille de sociétés d'État. La Place des Arts en étant une, en art de la scène, en diffusion, avec un mandat, une mission culturelle et artistique de promotion culturelle, de diffusion et de soutien à la création. C'était naturel qu'on nous demande ça. Donc, on a accueilli le mandat.
On a procédé, comme pour chaque fois qu'on donne des mandats à l'extérieur, à un appel d'offres qui est fait selon les règles de l'art. Donc, sur invitation, on a invité un certain nombre de fournisseurs de services et l'équipe constituée de Martin Tétu et Sophie Dubois-Paradis nous est apparue la plus apte à livrer ce qu'on souhaitait. Et dès le début, avec les sous qui nous étaient octroyés, pas des montagnes, je vous rassure, je remercie d'ailleurs les chercheurs pour leur générosité, parce que des heures, il y en a eu évidemment plus que... C'est souvent comme ça en consultation culturelle, hein, c'est... Ici, madame, sait bien de quoi je parle. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que dès le début, on s'est assuré de limiter le mandat à de la... on a laissé faire tout ce qui était pédagogique, puis tout ce qui était expérimental, créateur. Donc, on a limité le cadre du mandat à ce qui était plus de la transmission de produits culturels déjà sur le marché. Voilà. Je pense que l'esprit aussi, je voulais le dire dès le début, parce que pour nous, qui sommes aussi, comme vous, un diffuseur, un gros diffuseur, je le reconnais, 6 salles de spectacle, 7 salles de répétition, un espace culturel, une salle d'exposition, une esplanade, c'est gros. La Société de la Place des Arts est un diffuseur important et j'aimerais le rappeler, il est aussi un lieu qui appartient à l'ensemble des Québécois. Donc, moi, ce qui m'est apparu dès le début, vu que c'est notre pain, notre beurre, aussi à nous, le spectacle vivant, il nous est apparu extrêmement important que cette proposition-là ne soit pas une chose qui vienne remplacer le spectacle vivant, mais plutôt qu'il soit comme un levier à développer encore davantage le spectacle vivant. Et puis, sans plus tarder, je vous cite la belle citation que nos chercheurs ont trouvée qui débute cette étude. C'est « Tant qu'il y aura des hommes, ils se réuniront dans l'obscurité d'un théâtre ou sous le ciel attique pour comprendre le sens de leur vie, pour se sentir plus solidaires, plus fraternels. » Elle est de Jacques Mauclair. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sophie Martin. Bonjour, je suis bien content de présenter cette étude que j'ai réalisée avec donc, Sophie Dubois-Paradis ici, qui en fait est le résultat d'un an de travail. On a commencé en novembre-décembre 2016, en fait, et on a terminé il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment un an de travail au complet. Effectivement, c'est un peu plus long que prévu parce que il n'y a pas vraiment d'offre encore qui existe là-dessus au Québec, donc il a fallu qu'on regarde qu'on fasse le tour finalement de cette question-là en imaginant et en ayant plusieurs méthodes pour voir comment cette question des projections des arts de la scène sur écran géant pouvait se déployer au Québec, dans le contexte du Québec. Alors, j'aimerais remercier évidemment Rideau, qui a été, dès le départ, a été présent à ce mandat-là, ainsi que les diffuseurs, plusieurs diffuseurs, donc certains d'entre vous ont relayé un sondage qu'on a passé auprès du public pour savoir qu'est-ce que le public voulait. Est-ce que le public était intéressé par ce genre de choses-là? Qu'est-ce que le public voulait voir comme sur écran géant, comme type de spectacle? Donc, on va en parler tout à l'heure, on a eu quand même beaucoup de réponses de la part du public qui était très intéressé, qui a même laissé plusieurs commentaires en disant qu'il trouvait ça intéressant comme démarche. Donc, merci à vous, diffuseurs, et merci beaucoup. Bon, il y a plusieurs acteurs du milieu qu'on a rencontrés, des cinémas pour voir un peu comment ça marche chez eux, des associations comme UDA, la Guilde des musiciens. Donc, merci à eux et merci aussi à la Place des Arts avec qui on a eu une très bonne collaboration. J'aimerais juste, avant de présenter la présentation comme telle, vous dire, je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient là l'année passée. À la base, moi, je suis issu du théâtre, j'ai un bac en études théâtrales, donc le milieu du spectacle, en vrai, m'intéresse énormément, c'est ce que je vais voir. Ceci dit, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait avec une projection, avec ce genre de choses-là. Donc, l'objectif, c'est pas une idéologie du numérique du tout, mais c'est d'essayer d'observer une certaine tendance qui existe déjà. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais l'opéra du Metropolitan Opera qui est diffusé chez Cinéplex, ça existe, il y a du monde, c'est même plein à l'avance. Donc, on voulait voir cette tendance-là, mais c'est pas idéologique, évidemment. En tout cas, je le rappelle ou je le précise. Basé sur donc une approche documentaire uniquement qui, à notre avis, est très rigoureuse et systématique. Donc, c'est un rapport d'observation qui sert à vérifier la possibilité de mettre en place un certain modèle d'affaires au Québec sur cette question-là, mais qui inclurait aussi des spectacles qui seraient québécois et non pas juste
le Metropolitan Opera ou le Royal London Old Vic, mais des spectacles québécois qu'on pourrait diffuser s'il y avait un intérêt là-dessus. Donc, on n'a pas. Ceci dit, comment ça devrait être fait? On n'a pas nécessairement d'opinion, nous, et même, est-ce que ça devrait être fait demain matin? Encore là, c'est une question politique, c'est une question par rapport à l'écosystème. Notre objectif, c'était de faire la première étude sur le sujet et de poser les jalons de cette question-là, comment ça pourrait se mettre en place dans l'écosystème québécois. Alors, le principal défi, j'en ai glissé un mot, c'est qu'il n'y a pas d'offre québécoise pour l'instant là-dessus. Donc, il faut imaginer comment ça se produirait s'il y avait une offre dans les cinémas, dans les théâtres, où il y avait des projections là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est que, donc, on a il y a trois grandes sections dans le rapport. La première section, c'est la demande. Est-ce qu'il y aurait un intérêt de la part du public québécois pour ce genre de choses-là? Comment l'offre pourrait se structurer ou pourrait évoluer, qui est des pistes de réponse, qui est des questions plus que des éléments finaux. Et il y a tout un cadre réglementaire et technique qui est important à prendre en compte. Donc, c'est finalement les défis défis techniques et réglementaires que ça pose. On a une méthodologie qui est faite de plusieurs méthodes. On va en parler tout à l'heure. Elle va être détaillée dans le rapport. Tout est détaillé. On a procédé par sondage auprès du public. On a rencontré des acteurs. On est allé en région pour voir, dans différents endroits, pour voir la perception. Évidemment, ce n'est pas la même à Montréal que dans d'autres endroits. Mais étonnamment, le public se ressemble beaucoup. On va en voir, c'est assez étonnant. Il n'y a pas tant de différences régionales, en tout cas au point de vue du public. Des questionnaires qu'on a envoyés aux diffuseurs pluridisciplinaires pour voir est-ce que ça leur intéresserait d'offrir ce genre de projection-là. Des discussions avec le public, etc. Et toujours dans l'objectif, donc aujourd'hui, donc la présentation, c'est les principaux résultats de l'étude. Donc, et il y a certaines recommandations qui suivent les résultats. Donc, ça va durer à peu près 30 minutes. Il y a une période de questions quand même assez longue après, en tout cas à peu près 20 minutes, ou moins 20-25 minutes. Donc, on va vous présenter les principaux résultats de l'étude qui fait quand même 108 pages, donc qui va être disponible en ligne. On en a plusieurs copies aussi, ici en papier. Ceux qui en veulent, on vous en donnera après. Alors, commençons par les résultats. En fait, on va voir un peu donc le contexte, d'où ça vient cette chose-là, pourquoi est-ce qu'on parle, donc le contexte dans lequel se pose cette question-là de projection, notre cadre méthodologique, la demande, l'offre, les défis et les recommandations rapidement. En fait, notre objet principal, c'est vraiment la captation de spectacles professionnels pour les projeter ailleurs. Donc, on parle vraiment de la dynamique hors les murs, ou appelons-le de différentes façons, sur un écran géant, en direct ou en différé, dans un cinéma ou une salle de spectacle, en général de façon payante. Donc, c'est le modèle que ceux connaissent peut-être parmi vous. Exemple du Metropolitan Opera, qui était le premier à le faire en 2006, une projection live in HD du Met. Et c'est dans la logique d'une offre régulière. Ce n'est pas juste une fois dans un festival, et ce n'est pas, comme Clotilde le dit, dans une dimension expérimentale ou artistique ou éducative. C'est vraiment une offre systématique, éventuellement, de projection, comme ça pourrait être une fois par 2 mois ou quelque chose comme ça, mais pas juste une fois, un événement. Exemple, Céline Dion sur les peines retransmis sur un grand écran. On est plus dans une logique d'offre organisée. Je n'étais jamais allé voir ce genre de choses-là avant de prendre le mandat. Donc, on est allé pour le plaisir, pour vous montrer qu'on n'est pas des prosélytes de cette question-là. Et je suis allé vraiment de reculons. Et d'ailleurs, les heures sont un peu bizarres. Exemple, dimanche, midi et demi, pour voir ça, c'est spécial. Ceci dit, 3 heures d'opéra à midi et demi, moi, ce n'est pas nécessairement mon habitude le dimanche, honnêtement. Ceci dit, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'y retournerai de temps en temps. Donc, c'est une autre expérience. Ça vaut la peine de voir ça. Ça vaut la peine d'être vu. C'est émergent. Je ne sais pas trop est-ce que j'irai régulièrement, je ne sais pas, mais ça a des intérêts multiples. Donc, je vous engage éventuellement à aller en voir une. Ça vaut la peine d'être vu, de voir aussi la réaction du public, en tout cas. On entend bien, on voit bien. Bon, il y a certains intérêts. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cette chose-là? C'est que cette offre-là, elle existe vraiment. On n'est plus dans une dynamique d'une possibilité. D'ailleurs, les dernières statistiques des pratiques culturelles de la ministère de la Culture disent que 7% des Québécois ont vu ce genre de choses-là, en tout. Donc, pas juste les gens. Dans notre panel, à nous, dans notre sondage, 25% des répondants en avaient vu. Donc, ça existe. En 2017, le Met est diffusé dans 2000 salles dans 70 pays. Donc, c'est une réalité. Ça a commencé dans 150 salles seulement. Et maintenant, il y a toutes sortes de disciplines. Il y a
Royal Opera House, il y a le Old Vic. Là, en Angleterre, ils sont très forts là-dessus. La Comédie Française aussi en direct. Barcelone, en Italie, le Bolshoi. Donc, c'est une offre qui se bonifie de diverses disciplines. Et même le théâtre, comme venant du théâtre, j'avais vraiment des gros doutes s'il y avait un intérêt là-dedans. On est allé aussi. C'était pas toujours réussi parce que techniquement, c'est pas encore au point. Mais c'est quand même assez intéressant de voir certaines pièces de théâtre. C'est une option. Certains peuvent trouver ça intéressant, mais c'est pas du tout ce qu'on a connu dans les années, mettons, 90, TV5, le théâtre en direct, qui était vraiment juste pour les passionnés de théâtre, aucunement intéressant, c'était fixe. Il y a une certaine esthétique qui se développe. Donc, il y a du monde, les gens trouvent ça quand même intéressant. Ceci dit, il n'y a pas d'offre québécoise. Donc, on ne sait pas comment cette chose-là pourrait se développer. Quel type de projection, dans quel type de contexte, dans quel type de lieu, quelle discipline pourrait diffuser s'il y avait un intérêt, quel prix, quelle fréquence, est-ce qu'on devrait diffuser en direct ou en différé, est-ce qu'il y a une incidence, est-ce que les gens voudraient juste du direct ou non? C'est toutes des questions qu'on a prises et dont on répond, entre autres, via un sondage auprès du public. Notre cadre méthodologique, donc, il est multiple. Il est très détaillé dans le rapport. Le sondage du public, c'est un des très gros morceaux. On a, les diffuseurs aussi ont été questionnés avec un questionnaire sur, on va y revenir tout à l'heure, sur leur équipement et leur intérêt à diffuser ce genre de projection-là. On a fait de l'observation directe, on est allé voir les différents types de projections au cinéma, au Beaubien, au Cinéplex, etc. On a discuté avec les acteurs du milieu, on a discuté avec le public à la sortie, autant des événements cinématographiques que du théâtre, pour leur demander est-ce que vous iriez en voir, est-ce qu'il y a lien. Donc, on a vu énormément de choses là-dessus. On a fait une recherche documentaire, une revue de littérature dans le rapport qui donne différentes questions sur, entre autres, la cannibalisation. Est-ce que les gens qui vont voir l'opéra au cinéma ne vont plus voir de l'opéra en vrai? Les études disent qu'il n'y a pas nécessairement de cannibalisation. Même au contraire, il y aurait peut-être plutôt un léger intérêt positif, mais uniquement pour l'opéra, et ça commence à se développer comme étude. Un groupe de discussion sur la notion d'événement. C'est quoi un événement qui pourrait être diffusé? Et des études de cas aussi qui ont dans le rapport sur la danse. Est-ce que la danse contemporaine pourrait être diffusée sur écran géant? Et il y a quand même beaucoup de monde, de public qui s'intéressera à ça. Et on a présenté plusieurs fois des résultats partiels aussi. Ça nous a permis de voir un peu pas les réticences, mais une rétroaction, comment les diffuseurs voient ça, comment les gens... Bon, la question de la cannibalisation revient. On va en parler aussi tout à l'heure. Alors, notre sondage, c'est un des principaux points. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir au tableau, mais on a eu le taux de réponse a été très bon et on a 15 344 répondants au sondage, des répondants uniques, identifiés par leur courriel. On posait 50 questions. Toutes les questions et tous les résultats sont détaillés dans 50 pages, on a une annexe de 50 pages. La durée de réponse était 4 semaines. On a répété 2 vagues d'à peu près 8000 répondants. On est arrivé à peu près au même résultat. Donc, les données étaient saturées. On aurait pu le faire pour 25 000, probablement qu'on serait arrivé à la même chose. Donc, il y a une certaine tendance lourde qui émerge de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance lourde-là, sur principalement l'intérêt à assister à ce genre de choses-là, bien, l'âge n'a pas d'incidence sur l'intérêt. Le territoire non plus, où les gens sont, le public est. La profession non plus, la scolarité non plus. Donc, il y a une certaine tendance, ça intéresse les gens, toutes variables confondues. Dans nos 15 344 répondants, tout est identifié, mais je vous donne juste certaines infos sur d'où vient la composition de cette population-là. C'est des femmes aux 3/4, les 2/3 de 51 à 70 ans. De toutes les régions, ceci dit, le quart vient de Montréal, le tiers de Montérégie et, après ça, dépendamment des régions, c'est de 1% à 7% des régions. Donc, c'est quand même, il y a une présence, pas nécessairement représentative exactement de la population, mais toutes les régions sont là à divers pourcentages. Et on pourrait se poser la question si ça représente, il n'y aurait pas une certaine similitude avec le public réel des diffuseurs pluridisciplinaires, dans le sens que, on en parlait un peu plus tôt ce matin, mais en majorité des femmes, bon, ça dépend quel pourcentage, mais... Donc, ce n'est pas un sondage qui se veut représentatif parce qu'il n'y avait pas de pondération, mais à 15 344, il y a quand même des tendances lourdes qui émergent, puis c'était ça l'objectif d'avoir un premier portrait. Alors, les résultats maintenant. Le principal résultat, c'est qu'il y a réellement une demande pour les projections. Donc, dans le petit chapitre, dans l'étude, dit « Le public est intéressé par les arts de la scène sur écran géant ». La question, c'est, si une salle de spectacle près de chez vous
présentait des projections de spectacles sur grand écran, donc musique, danse, théâtre. Seriez-vous intéressé à y assister? Et sur l'ensemble des 15 000, 65 % ont dit oui, 35 % ont dit non. Ça, c'est le principal... c'est un élément qui est quand même assez... Et le 65 est assez stable, c'est quand même étonnant. Si on va dans des subdivisions en termes d'âge, bien, les 30 ans et moins, c'est 50 %. Et quand il y a les catégories un peu plus âgées, ça va jusqu'à 75 %, entre 71 et plus. Donc, ce n'est pas une affaire, en tout cas dans notre sondage, c'est pas lié, c'est pas un truc de technophilie. Les jeunes veulent absolument voir des projections. Même les jeunes, ils ne veulent pas plus en voir que d'autres, mais c'est assez ferme. Donc, c'est tout autour de 50-55, mais 60-68 selon l'âge. Ce qui nous amène à penser qu'il y a une certaine tendance lourde. Même chose pour les régions administratives. Donc, la Abitibi, c'est 53, Bas-Saint-Laurent, 66, 62 % au centre du Québec, 60 % à la Naudière. Donc, tout autour entre 60, 65, 68, mais c'est pas 30, 90. Donc, le 67, donc, il y a Montréal 66 et en région au pluriel 64. Donc, ça tourne autour de ça. On a cherché, on est peut-être un peu des geeks de données, mais on essaie de chercher de tous les moyens de dire quel serait un élément où il y aurait un indicateur où les gens, ça serait pas. Mais en général, ça semble lourd, en tout cas, de premier niveau. Ça a été quand même une surprise pour nous. Que l'intérêt soit là, c'est sûr, une première surprise, mais qu'il soit là avec un type de tendance aussi, ça nous a surpris. Maintenant, la question de... Ça, j'ai été excessivement surpris, mais peut-être que vous, non, puis vous avez certainement plus de connaissances sur l'opération directe. Le fait que le spectacle projeté ait lieu en direct a-t-il une importance pour vous? 52 % ont dit oui, 48 % ont dit non. Donc, ce n'est pas uniquement lié avec une projection en direct. Il y a un intérêt d'avoir une projection d'un spectacle dans une salle de spectacle près de chez eux, pour les publics. Mais pour plein de raisons, ça peut être en différé. Puis on est allé sur le terrain, entre autres, on est allé à Val-Morin rencontrer des gens pour leur demander toutes sortes de questions là-dessus. Et les gens nous disaient, mais tu sais, nous, ici, c'est pas tellement le live qui est important, c'est notre horaire. Moi, j'ai des enfants, tout ça, le vendredi, j'aime mieux que ça corresponde à mon horaire que la passion du live. D'autres personnes préfèrent d'avoir le spectacle live. Donc, c'est un élément qui est vraiment ressorti, mais c'est 50-50 le live. Autre élément qui nous a vraiment, vraiment surpris ce coup-là, c'est que toutes les disciplines suscitent un intérêt pour une projection sur grand écran, pas juste l'opéra. D'ailleurs, ce qui suscite le plus d'intérêt parmi les gens qui sont intéressés à voir des projections, c'est les comédies musicales en direct. Bien, en différé, mais projetées. Il faut dire aussi que les comédies musicales sont très populaires au Québec, mais 53 % de ceux qui étaient intéressés à voir ce genre de projection-là étaient intéressés à voir des comédies musicales. Théâtre, 46, autre musique, 42, l'opéra, 42, la chanson, musique. Danse contemporaine, 18 % quand même. 18 % non pas de tous les spectateurs, mais des 65 % intéressés. Ceci dit, on parle quand même de 20 % de gens qui voudraient en voir. Donc, c'est comme si c'était un mouvement un peu global. En tout cas, l'interprétation reste à faire. On n'est pas, nous, ça reste descriptif. Donc, on n'est pas là pour interpréter, mais on éclaire, on essaie. En tout cas, on arrive avec cette donnée-là, puis c'est quand même assez ferme. Autre élément, on a fait des vérifications on a proposé une série de 46 spectacles aux répondants en leur demandant, est-ce que vous pouvez les mettre en... Qu'est-ce qui vous intéresserait là-dedans? Parce qu'on voulait voir les disciplines demandées, mais aussi les types de spectacles. Quel genre de spectacle les gens voudraient voir sur des projections sur grand écran? Donc, on a pris 12 disciplines différentes. On a pris 31 spectacles québécois, 15 étrangers. Pour chaque spectacle de discipline, on a pris des spectacles de renommée internationale, comme Charles Aznavour ou d'autres, et on a pris des artistes plus locaux, comme Fred Pellerin ou autres, ou Safia Nolin. Bon. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui se dégageait comme intérêt du public. Est-ce qu'il y avait un certain angle qui permettrait de mieux cerner la demande? Donc, est-ce qu'il y aurait des caractéristiques communes des spectacles les plus populaires? Alors, l'orchestre symphonique est de loin l'offre ou le spectacle le plus populaire. Donc, la musique classique intéresse beaucoup les gens, vraiment. La comédie musicale suit. Donc, je vais vous les dire, puisque peut-être que vous allez un peu avoir de misère à tout voir les détails, mais l'orchestre symphonique est le spectacle qui serait le plus populaire en diffusion sur écran. Encore là,
Est-ce que ça vous surprend? En tout cas, ça revient. Puis tout à l'heure, on va voir que même, que ce soit à Montréal, que ce soit dans les régions, que ce soit un peu partout, peu importe l'âge, c'est assez solide, cette chose-là. Notre-Dame de Paris suit. Par exemple, s'il y avait un retour de Notre-Dame de Paris. Volta du Cirque du Soleil est en 3e position. Charles Aznavour en 4e position. Starmania en 5e. La Bohème de l'Opéra de Montréal. 887 de Robert Lepage. Les Belles-Sœurs en comédie musicale. Céline Dion et Another Brick in the Wall de l'Opéra de Montréal. Donc, ça sera un peu notre top 10, si on veut, des spectacles qu'on a proposés. Ce qui nous permet après d'essayer de cerner, à partir de ça, une certaine dynamique. Qu'est-ce que ces spectacles-là ont de commun comme dans leur offre? Si on fait l'exercice maintenant, Montréal et région, ici, donc hors Montréal, on se rend compte que c'est à peu près la même chose. C'est quand même autre, en tout cas. Vous, diffuseurs, vous pouvez peut-être plus répondre à ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... pourquoi? Est-ce qu'un grand succès sera un grand succès partout? Est-ce qu'il y a vraiment oui, il y a des différences régionales, il y a une dynamique régionale différente. Ceci dit, il y a un intérêt des Québécois aussi en général. Donc, l'Orchestre symphonique est le premier, autant à Montréal qu'en région. Et si vous regardez la composition des top 10, c'est à peu près la même chose. Une des seules différences, en fait, c'est que Céline Dion est en 6e position hors Montréal et il est un peu plus loin à Montréal. Donc, dans le top 10, c'est à peu près la même chose, peu importe où on est au Québec. Ce qui nous amène à essayer de dégager certaines caractéristiques des spectacles qui seraient populaires chez les gens, chez le public. On l'a appelé à la blague Made in Québec pour dire que bon, le Québec pouvait être là aussi. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les grands succès, les 10 plus grands succès, il y a beaucoup de spectacles locaux. Revenons à le top 10 ici. Bien, c'est principalement, à part Charles Aznavour et Notre-Dame de Paris, qui sera une coproduction dans ce cas-ci, c'est principalement des succès québécois. Donc, les gens préfèrent voir l'Orchestre symphonique de Montréal que le London Symphonic Orchestra ou autre chose. Il y a un intérêt pour le Québec en projection. Et ça, on n'arrivait pas en disant on veut faire des projections pour le Québec. C'était justement dans une liste où on passait différentes disciplines et les gens pointaient vers le Québec davantage ça que le Bolchoï ou d'autres choses. Donc, c'est quand même très intéressant comme... mais le Bolchoï, je ne sais pas, il n'était pas là, le Bolchoï, mais comme, par exemple, un autre type d'opéra, donc, ou de danse. Donc, il y a un intérêt pour la provenance, pour des productions qui viennent du Québec. Oui, monsieur? Est-ce que vous avez proposé des gros spectacles américains? C'est ça qui est plus fréquent, là, comme Metallica ou Qu'est-ce qu'on avait? Oui, on avait proposé plusieurs spectacles différents. Il y avait, dans chaque catégorie de disciplinaire, il y avait... OK. On ne pourra pas vraiment, parce qu'on me dit... Ben, je réponds juste que, par exemple, Coldplay était là. Ouais. Et Coldplay n'est pas dans le top 10, et peut-être même pas dans le top 25. Ouais. Donc, ce qu'on remarque, par exemple, c'est que, oui, des spectacles locaux ont une prédominance. Et ça, personnellement, je trouve ça vraiment très intéressant. Ceci dit, ce n'est pas n'importe quel spectacle local. C'est des spectacles locaux à grand déploiement. Donc, l'Orchestre symphonique de Montréal, Volta, c'est des très bons exemples. C'est des spectacles qui ne tournent pas pour la plupart. Par exemple, l'Orchestre symphonique de Montréal ne part pas en tournée, à ce que je sache, en tout cas, à moins en mini-formation. Et c'est souvent des spectacles qui sont assez dispendieux. Donc, Safia Nolin, par exemple, était là, mais Safia Nolin, elle n'est pas là du tout dans le top 10 ni dans le top 25. Mais Safia Nolin, elle tourne, c'est moins dispendieux et c'est pas nécessairement, c'est pas à grand déploiement. Ceci dit, c'est très intéressant, mais il y a une dynamique qui se dégage de ça. Donc, on est plus dans une logique de type casse-noisette que Safia Nolin, pour résumer. Et ça apparaît, à prime abord, peut-être davantage complémentaire à une diffusion régulière qu'un remplacement, parce que ce que les gens voudraient voir, c'est peut-être des choses qu'ils ne verraient pas, peut-être de toute façon, en général. Ça amène ceci à une autre dimension des événements qui sont la question des événements. Donc, les événements à grand déploiement inédit, une projection à grand déploiement inédit qui ne tourne pas et qui est dispendieux, bien, elle a une logique événementielle. Donc, c'est souvent des gros noms, entre guillemets. Un spectacle inédit qui serait inaccessible, notamment, surtout très inaccessible, très cher, diffusé pour une courte fenêtre, etc. Another Brick in the Wall de l'Opéra de Montréal est un bon exemple. Donc, finalement, c'est pas pour rien qu'au cinéma, ça s'appelle des événements cinématographiques, parce que ce sont des événements. C'est pas juste une projection, une diffusion, une salle de spectacle qui diffuse tout ce qu'elle fait. On est plus dans une logique événementielle. Donc, il faut créer un événement, même ultimement, autour d'une projection. C'est pas juste un canal de diffusion. Il y a une logique événementielle qui ressort assez clairement. Voilà pour
les résultats généraux de la demande. Pour l'offre maintenant. L'offre, actuellement, les cinémas sont les seuls diffuseurs de ce genre de spectacle-là. Donc, le Met au cinéma, si c'est National Theatre de Londres en direct avec une chatte sur un toit brûlant, etc. Donc, l'offre est diffusée dans les cinémas, mais pas uniquement au Cinéplex, au Beaubien, dans les cinémas indépendants. Mais évidemment, c'est pas tout à fait le Met, mais il y a une diffusion quand même qui a lieu dans énormément de cinémas au Québec. Il n'y a aucune offre québécoise pour l'instant. Dans la programmation qu'on a vue, on n'a jamais vu aucun spectacle québécois. Et très souvent, c'est en anglais d'ailleurs, à part la Comédie Française, mais c'est en anglais et c'est donc étranger. Petite information à savoir, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs d'une ancienne époque, mais par exemple, la programmation des événements cinématographiques de Cinéplex est programmée à Toronto pour l'ensemble des Cinéplex, dont les Cinéplex de Montréal. Donc, toute la particularité locale du Québec n'est absolument pas là. Un peu comme Netflix, d'ailleurs, qui est diffusé jusqu'à tout récemment de Toronto ou des États-Unis. Alors, la question se pose évidemment, est-ce que les cinémas devraient ou pourraient continuer à diffuser est-ce que les cinémas pourraient inclure une offre québécoise? Et est-ce que d'autres diffuseurs pourraient être logiquement ou de façon, dans l'écosystème québécois, diffuser aussi des projections? Donc, nos observations nous ont amenés à identifier des diffuseurs, et entre autres des diffuseurs pluridisciplinaires, comme des diffuseurs potentiels. Sont-ils intéressés? Est-ce que c'est dans leur mandat? On va y venir tout de suite, mais ça serait une possibilité de diffuser ce genre d'événement-là. Pourquoi? D'abord, les diffuseurs pluris sont implantés dans toutes les régions du Québec. Ils diffusent en majorité des spectacles québécois, donc pour la logique québécoise, il y a une réalité, alors que les cinémas, n'oublions pas que les cinémas au Québec, la part de marché du film québécois dans les cinémas, c'est 6-7 %. Donc, c'est pas en majorité québécoise, même si certains en font beaucoup, mais il y a toute une dynamique hollywoodienne dans les cinémas. Les diffuseurs, les diffuseurs pluridisciplinaires, évidemment, ont une expertise et une action de diffusion. Il y a une logique des arts de la scène aussi dans les théâtres qu'on ne retrouve pas au cinéma. Donc, quand on va au cinéma, c'est très froid. Je veux dire, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas rien. On s'assoit avec tout, on reçoit le spectacle, on s'en va. Une salle de spectacle a vraiment une logique et une certaine, vraiment une dynamique d'art de spectacle qui correspondrait peut-être mieux à des spectacles locaux. Des diffuseurs pluris présentent déjà des films et des événements pour plusieurs d'entre eux. Certains, d'ailleurs, diffusent le Met. Ça, c'est très intéressant. Un diffuseur pluridisciplinaire qui diffuse le Met, ça veut dire que déjà, il y a une certaine logique. Donc, le Metropolitan Opera dans quelques cas. Et plusieurs sont équipés aussi pour des projections sur grand écran de ce type-là, donc il y aurait un certain sens. Donc, on est allé poser la question aux diffuseurs pluris, donc plusieurs d'entre vous ont répondu à ça. Sur les 102 diffuseurs pluridisciplinaires soutenus par le Calque au Québec, 45 nous ont répondu. Ont-ils les équipements de projection et sont-ils intéressés à diffuser des arts de la scène sur grand écran? Ça a été fait en mars 2017. Peut-être qu'un an plus tard, les perceptions ont changé. Mais en général, ce qui est ressorti des questions, c'est que les diffuseurs, comme premier constat, nous remarquons que la majorité des diffuseurs pluridisciplinaires ne sont pas intéressés à diffuser des spectacles sur écran géant en direct ou en différé. Les diffuseurs intéressés sont moins nombreux et ils ont un intérêt mitigé quand même pour diverses raisons. Donc, il y avait seulement quelques diffuseurs qui étaient intéressés par ce genre d'offre-là. On a subdivisé en 4 points les raisons que les diffuseurs ont évoquées pour juste indiquer le fait qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés. Et c'est des raisons qui sont tout à fait cohérentes. D'abord, les arts de la scène sont des arts vivants, disent-ils. Une projection dénature donc l'expérience du spectacle vivant. Ça, c'est un premier point qui revient souvent. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez le partager ou c'est une question qui se pose. Effectivement, c'est vivant au spectacle, en projection. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on est ailleurs. Autre élément, la nouvelle offre de spectacle sur écran géant est susceptible, selon les diffuseurs, de diminuer la tournée des artistes en régions éloignées. Donc, si on diffuse sur écran, qu'est-ce qui va se passer des tournées? Évidemment, c'est un point quand même central. Autre élément, cette offre sur écran pourrait agir comme une nouvelle forme de compétition avec la programmation régulière, compétition qui conduirait à diminuer le nombre de spectacles dans les salles de diffusion. Donc, évidemment, les gens, ils vont voir des spectacles, ils ont peut-être une limite, l'élasticité de la demande, etc., toutes des notions économiques. Donc, ça, c'est un autre élément qui est intervenu. Et le dernier point, le développement de cette offre sur écran n'est pas perçu comme une priorité dans un contexte où l'activité régulière est déjà précaire pour certains. Donc, évidemment, on rajoute quelque chose de plus et pour avoir moi-même fait de la diffusion, entre autres, pour du théâtre de famille,
que vous allez voir d'ailleurs le Théâtre de la Petite Marie en Gaspésie, c'est sûr qu'on avait déjà beaucoup à juste organiser la salle, puis avoir les guichets, etc. Donc, rajouter les projections, on est complètement ailleurs. Donc, c'est un point. Effectivement, c'est pas nécessairement une priorité. L'autre constat, c'est le fait que ça suit un peu le précédent, c'est que c'est pas vraiment... il y a un problème lié à l'adéquation entre la nouvelle offre et le mandat des diffuseurs pluridisciplinaires. Donc, comment concilier la diffusion des arts de la scène sur écran avec le mandat des diffuseurs qui ont pour principale activité le spectacle vivant en salle? Donc, cette affaire-là arrive à les jeter sur la table, mais ce n'est pas dans le mandat actuel des diffuseurs. Donc, comment concilier ça? C'est pas... là, on n'est plus dans une question d'intérêt, comme le point précédent, mais on est dans une question simplement de reconnaître que ça ne semble pas vraiment conciliable facilement. Il y a d'autres éléments qui se mettent en place pour comprendre cette chose-là, qui vont un peu plus dans la structure de l'offre. Donc, qui pourrait le faire? Est-ce que c'est l'éditeur pluri? La question se pose. Maintenant, soulignons très rapidement que les projections des arts sur écran pourraient servir éventuellement à du développement culturel ou, par exemple, éducatif. Ça pourrait être de façon éducative. De façon éducative, il y aurait toutes sortes comment je dirais ça, pas d'intérêt, mais de possibilités d'utiliser cette technologie-là pour diffuser des spectacles, mais on n'a pas regardé ni le volet éducatif, ni le volet expérimental. Par exemple, la SAT, le programme scène ouverte de la SAT, le fait avec 20 diffuseurs, mais c'est davantage pour mettre des artistes en lien, comme ils ont expliqué. Donc, il y a toutes sortes de manières de le faire. Il y a aussi du développement, mais nous, c'était davantage sur une offre plus systématique professionnelle. Ce qu'on remarque, c'est que s'il y avait un intérêt d'être fait, ce genre de démarche-là, bien, ce qu'on propose, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faudrait que ça s'inscrive dans une logique de série. Il ne faudrait pas que ça soit seulement un événement qui arrive comme ça, puis après ça, c'est fini. Donc, une série de spectacles, une série peut-être de 5 spectacles sur l'année, ou comme c'est fait présentement, la série du Met. Et en passant, les gens s'abonnent au Met. Ils choisissent leur place au Met. Donc, il y a toute une logique c'est une sortie. On a posé la question, est-ce que c'est une sortie pour vous, les événements cinématographiques? 95% ont dit oui, c'est une sortie. Donc, c'est un peu comme même, d'ailleurs, pour l'anecdote, on est allé voir de l'opéra au Beau-Bien, donc toujours à une bizarre d'heure dans l'après-midi. Et beaucoup de personnes, c'était l'hiver, il y avait beaucoup de femmes qui étaient là près de nous, qui sortaient avec leur manteau de fourrure, puis donc vraiment habillées quasiment comme si c'était dans la principale salle de Place des Arts. Mais c'était au cinéma Beau-Bien, puis il fallait vraiment faire attention de ne pas mettre notre manteau trop proche, parce que, bon, c'est leur place, c'est pas notre place à nous. Ce qui est tout à fait correct, c'est une sortie, bon. Mais certains ont vu toujours le Beau-Bien, ne sont jamais à la Place des Arts, mais ça leur convient, c'est ça. Mais c'est ça, s'ils sortaient ensemble, puis il y avait beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, la logique de série est importante. La logique d'événement, on en a parlé tantôt, il faut que ça soit un événement. Et l'autre élément très important, c'est la logique de l'ancrage local. Donc, il ne faut pas simplement que ça soit lancé pour faire une projection, il faut qu'il y ait un sens localement. Et on peut peut-être dire, bon, on a rencontré, entre autres, dans un nouveau théâtre de Saint-Jérôme, il y a eu un nouveau théâtre, le théâtre Gilles Vigneault, qui vient de lancer il y a quelques mois à Saint-Jérôme. On a rencontré les gens, dont une personne qui est assise exactement au milieu de la salle ici. Et cette personne on disait, Another Brick in the Wall à Saint-Jérôme, est-ce que ça t'intéresse? Il dit, mais ça dépend. Moi, si je le fais, il va falloir que ça soit localement, avec une animation locale, avec du monde, avec un lien, avec un réseau. C'est pas juste d'envoyer les ondes. On a trouvé ça très intéressant, puis ça a été confirmé par plusieurs personnes. Donc, il y a un ancrage local. C'est pas juste d'envoyer le signal, c'est de le faire vivre localement, ce qui pose un défi, mais en même temps, les diffuseurs sont implantés localement. Donc, c'est une histoire de collaboration qui est obligatoire d'une certaine manière. Donc, ça, c'est pour l'offre, qui reste, comme vous le voyez, encore plus en l'état d'éclairage des différents points. Les défis réglementaires et techniques sont les suivants. C'est que, quelle sera la rémunération des artistes pour des projections comme ça? C'est un des seuls exemples qui a eu lieu au Québec. La photo que vous voyez, c'est l'Opéra de Montréal, La Bohème, qui a été diffusée au Centre Percival Molson au mois de mai de l'année passée. Donc, dans le stade, en plein milieu du stade, il y avait 5 immenses écrans géants, et c'était La Bohème en direct de la Place des Arts qui était diffusée là. Nous, on est allé observer en se disant, il n'y aura absolument personne dans la salle. Qui veut voir au stade Molson La Bohème? Ça s'appelait La Bohème sous les étoiles. Puis la photo de marketing montrait un joueur des Alouettes avec La Bohème à côté, donc de mauvais goût assez incroyable. Donc, mais on est allé, on a failli ne pas y aller, mais c'était OK, on va faire du développement, on va aller. Bon, allons-y, allons voir. On arrive là, c'était complètement plein.
Il a fallu qu'on s'assoie complètement en haut et les gens sont restés pour les 3 heures de la bohème. Donc, ça a marché. C'était gratuit et c'était dans le cadre du 375e, donc c'est pas un indicateur de rien. Mais l'idée, c'est que les gens de l'opéra nous ont dit que pour faire ça, il a fallu qu'il y ait une dérogation spéciale avec l'UDA et la Guilde des musiciens parce que, en fait, il n'y a aucun tarif qui a été défini pour ce genre de choses-là, ça n'existe pas. Donc, c'est uniquement en le faisant qu'à un moment donné, l'usage va définir un certain tarif pour ça. Mais présentement, si ça se fait hors de tout en négociation ou en dérogation. C'est quand même assez particulier. Ça, c'est un point très, très, très important. Autre élément, c'est la question de l'expertise, parce que maintenant, on peut capter de façon professionnelle à relativement faible coût. Medici, par exemple, que vous connaissez probablement le site en ligne, Medici, le fait, capte et diffuse en ligne l'OSM et d'autres, les violons du roi ou autres productions. Ceci dit, c'est relativement beaucoup moins dispendieux qu'avant, avec la miniaturisation. Ceci dit, ça prend quand même une expertise pour que ça soit intéressant. Donc, c'est pas uniquement de filmer, c'est de rendre ça comme si c'était une expérience esthétique différente, mais avec une expertise. Au Québec, il y a des films qui se développent là-dessus, mais ça reste encore une question qui n'est pas résolue. Qui va le faire? Comment le faire? Une chose est sûre, il faut le faire de façon totalement professionnelle. Autre rendu, je donne juste un exemple pour vous. Par exemple, au théâtre, maintenant, le Old Vic travaille avec des micros qui sont cachés dans le cou des acteurs pour que ça soit le son naturel ambiant, mais quand quelqu'un se déplace, des fois, on peut voir le micro, en tout cas. Donc, c'est très, très poussé, le réalisme qui est amené, mais c'est très, très compliqué. Oui, puis aussi, Martin, peut-être juste dire qu'il y a presque autant de personnes qui travaillent, par exemple, pour le Old Vic sur la captation que sur le spectacle en lui-même. Donc, il y a vraiment... c'est une production. C'est ça, en elle-même. Oui. Autre élément, c'est la question de la structure de distribution. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de distributeur pour ce genre d'offre-là au Québec. Le cinéma Beaubien agit à la fois comme diffuseur et comme distributeur. Eux-mêmes distribuent la Comédie Française. Ils ont une licence pour le distribuer à toutes sortes de théâtres, toutes sortes de cinémas, comme le Guzzo, etc. Donc, on va aller vers une professionnalisation de la distribution des spectacles, mais pour l'instant, c'est encore un peu presque... comment je dirais ça? C'est un peu embryonnaire et c'est un peu comme le Cinéplex à Toronto, Bob Beaubien qui devient distributeur, c'est pas son rôle. On s'en va vers là, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Internet, ça c'est intéressant aussi de voir que, ceci dit, Internet est un standard maintenant pour la diffusion. C'est vraiment un standard, que ce soit pour le Beaubien, que ce soit pour le Cinéplex, tout le monde diffuse par un signal Internet en direct. Il y a certains problèmes du fait que des fois, il peut y avoir un petit délai où le son, ça peut être pas si bon comme signal. Plusieurs optent pour ce qu'on appelle le buffered live, donc c'est presque en direct, mais c'est 2-3 heures plus tard, qui correspond quand même mieux au point de vue des fuseaux, parce que si c'est à Londres à 20 heures, bien ici, ça sera à 2 heures de l'après-midi. Donc, on s'en va vers un modèle où c'est un semi en direct, si on veut, mais ça se fait par Internet. Ceci dit, il faut être équipé. Il faut avoir un projecteur, exemple 2K. Est-ce que les diffuseurs l'ont? Il faut avoir un écran aussi professionnel, un écran pour ce type de diffusion-là. Il faut avoir aussi une connexion de haut débit. Donc, il y a quand même des demandes techniquement que les diffuseurs doivent avoir. Et évidemment, au Québec, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est équipé loin de là. Donc, ça pose une question aussi assez fondamentale. Donc, tout ça nous amène à faire des recommandations qui suivent de façon presque descriptive ou logique un peu ce qu'on a vu jusqu'ici. La première recommandation, c'est d'accompagner l'offre dans sa phase d'émergence, parce que c'est une phase d'émergence. Ce qui revient à se demander, en fait, à poser un peu la question de la manière suivante, il y a une forte demande, mais il y a une offre encore inexistante. Donc, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Alors, est-ce qu'on se lance puis on se dit, oui, ça va marcher parce que les gens ont dit qu'ils sont intéressés? On pense que pas du tout, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt d'accompagner une offre vraiment à l'état d'émergence. Donc, travailler principalement du côté de l'offre. Quand on parle d'accompagner l'offre en état d'émergence, ce que ça veut dire, de toute façon, tout ça est détaillé là, dans une page pour chaque recommandation, c'est de mettre, finalement, qu'il y ait des ressources humaines et financières qui accompagnent la nouvelle offre. Et que vont faire ces ressources-là? Principalement de planifier, coordonner les différentes actions de développement. Donc, le développement doit se faire de façon coordonnée et planifiée.
Puis vous allez voir tout à l'heure que ça va avec une consultation avec le milieu. Mais c'est de ne pas se lancer en disant ça va marcher, c'est d'avoir une stratégie, d'établir une stratégie de développement, sachant que pour l'instant, il n'y en a pas d'offres du tout. Et cette stratégie-là se ferait en lien avec le milieu institutionnel, la SODEC, le MCCQ, la CALC, le milieu de la diffusion, par exemple Rideau, et les associations professionnelles aussi qui sont très intéressées à y participer, comme l'UDA, la Guilde, etc., avec aussi un budget de fonctionnement pour expérimenter ultimement quelque chose d'un peu organisé, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et on sait que tant qu'on n'a pas expérimenté, on peut discuter à l'infini de ce que c'est, mais l'usage va aussi avec une certaine expérimentation. Donc, on passe l'épreuve du réel. Comment ça marche? Comment ça a été vraiment? Est-ce qu'il y a eu un intérêt? Est-ce qu'il y a eu un intérêt partout? Est-ce que le type de spectacle a marché? Est-ce que le prix marche? Est-ce qu'il faudrait vivre pour avoir un peu une compréhension fine de ce qui se passe? Le deuxième élément, c'est d'expérimenter l'offre pour identifier les bonnes pratiques. Donc, nous, on pense que ça vaudrait vraiment la peine d'expérimenter, évidemment, mais que ça ne se fasse pas tout croche, que ça se fasse peut-être vraiment dans l'idée, par exemple, d'un projet pilote qui servirait à permettre une rétroaction sur quoi? Bien, je l'ai dit tout à l'heure, mécanisme de tarification, l'organisation technique, la promotion, les types de contenus adéquats, les attentes du public, les intérêts diffuseurs, vivre ce projet pilote-là, qui découlerait d'une stratégie. Mais ça sera un projet pilote dans un premier temps, puis après ça amène à la troisième recommandation, qui est d'intégrer l'offre dans l'écosystème. Mais cette intégration-là ne peut pas se faire s'il n'y a pas eu une planification et un projet pilote. Et juste après, il va y avoir un certain sens pour l'intégrer, et là je vous cite comme on l'écrit dans le rapport, il importe de l'intégrer dans le respect de la dynamique des arts de la scène. En effet, il existe une dynamique historique et territoriale du développement de la diffusion des arts de la scène au Québec qui doit être prise en compte pour le développement d'un modèle d'affaires québécois. Cela se traduit comment? Par une consultation du milieu culturel concerné, dont les acteurs devront être identifiés dans un premier temps. Cette consultation mènera ensuite à un plan d'action pour développer cette nouvelle offre sur écran géant. Donc, stratégie, projet pilote et après, consultation et intégration. Donc, tant qu'il n'y aura pas de consultation, il ne peut pas avoir d'intégration. Mais ceci dit, il faudrait un projet pilote avant pour qu'on puisse discuter de quelque chose de réel qui a eu lieu et non pas de perceptions qui sont peut-être justes, mais l'épreuve du réel est essentielle. Ce qui amène, dans le schéma, donc, accompagnement de l'offre dans un premier temps, donc mise en place de ressources, planification, mobilisation du milieu, mais expérimentation de l'offre dans un deuxième temps avec un comité de programmation, un projet pilote et très important, une rétroaction sur tout ça, et intégrer l'offre dans un troisième temps à moyen terme via identification des acteurs impliqués, consultation du milieu et un plan d'action pour une intégration à moyen terme. Voilà. Merci. Merci, Martin. On va donc... Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro est-il ouvert? Oui. Alors, on va passer à une période de questions. Je vais vous donner quelques consignes. Ce serait important de les respecter pour que les collègues aussi puissent aller au micro. Donc, la première chose, ce sera d'aller au micro, s'il vous plaît. Pas d'intervention de la salle sans aller au micro. On a 25-30 minutes à passer ensemble. Vous donnez votre nom, votre titre professionnel, puis on s'arrête là. Donc, on laisse tomber le CV. Je vous demanderai d'être bref, concis, puis vraiment pour permettre, parce qu'on n'a pas tant de temps, à plusieurs de vos collègues d'avoir des réponses à leurs questions ou donner leurs commentaires. Précisez aussi à qui vous s'adresse la question, soit à Martin pour la recherche ou à Clotilde. Et bien, si jamais les consignes ne sont pas respectées, bien, permettez-moi d'y revenir au moment daté pour faire rouler cette rencontre. Alors, j'ai déjà quelqu'un au micro. Bonjour, allez-y. Merci. Ah, ils sont polis en plus. Bon, on vient de prendre 30 secondes. C'est bon. Alors, Pierre Tremblay, Théâtres Unis Enfance Jeunesse. Pourquoi j'ai le sentiment, puisqu'on assiste à, je dirais, une retenue, en tout cas des réserves, en tout cas du côté de ceux qui seraient les porteurs de cette diffusion-là, pourquoi, dans le résultat de votre étude, ne nous donne pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui pourrait les convaincre? Que j'ai pas... Est-ce que ça apparaît dans votre étude qu'à la lecture de l'étude, on ferait comme c'est convaincant,
même si j'avais des réserves, je serais maintenant peut-être ouvert à l'idée d'aller de l'avant. Est-ce que ça apparaît dans votre étude, ça? Parce que je m'aperçois qu'il y a donc là des freins, peut-être de ceux qui seraient les porteurs de cette diffusion-là, puis par ailleurs d'un public qui... Est-ce qu'ils le réclament? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas si votre étude le dit aussi. À leur demander, est-ce que vous seriez intéressé? C'est une chose. Est-ce qu'ils l'ont réclamé auprès des diffuseurs? C'en est une autre. Alors, qu'est-ce qui pourrait convaincre de la pertinence de le faire? Est-ce que votre étude donne des pistes à cet effet-là? Martin? Il faut préciser que... Oups, c'est celui-là. Allô? Oui. Il faut préciser que l'étude n'était pas sur... L'étude n'était pas là pour convaincre. L'étude était là pour poser, en fait, les premiers jalons. C'est une première étude sur cette question-là au Québec. Donc, c'était même de poser le vocabulaire, la façon de réfléchir, les éléments, donc de poser les constats pour pouvoir, après, aller plus loin et peut-être faire des actions pour être convaincu ou avoir une position, prendre une position, mais on visait absolument pas le fait de convaincre que ça se pouvait. Ceci dit, au point de vue de la demande, ça nous apparaît quand même assez réel qu'il y a un intérêt des gens. D'ailleurs, 17% des Québécois y vont, 25% ils sont allés. Donc, les jeunes, c'est pas une invention. C'est-à-dire, une personne sur 4 qui a répondu au sondage est allée voir ce type de choses-là sur 15 000 personnes. Et là-dessus, en général, 65% des gens disent que ça les intéresse. Donc, nous, on fait juste dire qu'il y a une tendance lourde, mais comme ça se développe. D'ailleurs, il y a 1 an, quand on a commencé, il n'y avait pas tant d'offres que ça, puis maintenant, il y en a énormément en termes de ballets. Il y a même des conférences, il y a toutes sortes de choses qui se font, par exemple, chez Cinéplex. Donc, ce qu'on a mis en lumière, c'est une certaine tendance lourde, une certaine tendance vers un type de diffusion, vers un intérêt pour ce genre de choses-là. Maintenant, comment ça doit se faire, c'est la grosse question, et c'est là qu'il faut absolument qu'il y ait Mais ça ne nous concerne pas, évidemment. Nous, c'est... Tout le reste, la stratégie, les politiques, tous les enjeux sociaux et politiques que ça pose, évidemment, nous, on n'est pas du tout là. Et nous, c'est uniquement, on documente un État jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas aller plus loin dans notre documentation sans prendre parti, entre guillemets, pour un type de développement. Merci. Monsieur? Bonjour, Guillaume Lombard, je suis à la fois éditeur de musique, également le fondateur de Livetune, qui est un site de promotion de la musique par le streaming. Donc ça fait maintenant 5 ans qu'on expérimente. Donc voilà, pour votre information. On est également partenaire de Rideau pour toutes les captations vidéo et le streaming. Je suis très intéressé par ce que je viens d'entendre. Ça fait 5 ans que je dis qu'en effet, il y a une demande du grand public. Pour l'offre, je comprends aussi la problématique des salles, mais aussi la problématique de tout ce qui est droit. Et je crois que c'est le frein essentiel. Je donnerai un exemple qui m'est arrivé il y a environ un petit mois. Je ne donnerai pas le lieu ni l'orchestre, mais on a proposé quand même, parce on a des caméras, on a la régie pour faire du streaming et ce genre de choses. On a proposé à une salle de capter l'inauguration de sa salle avec un grand orchestre et gratuitement. On donnait même les images à l'orchestre pour sa promotion et ça a été refusé pour des raisons de droit et de coût qui étaient exorbitants proportionnellement à ce que ça aurait pu coûter. Et je suis un peu surpris de l'état d'esprit parce que je suis également abonné à Culture Box et à RTV et Arte en France qui tous les jours captent et diffusent en streaming des concerts de Radio France gratuitement, qui donnent ça gratuitement au grand public. Et connaissant les Français, je suis un peu surpris, vous voyez, qu'ils donnent gratuitement. Donc, je pense qu'à long terme, ils ont compris que c'était quand même très bénéfique pour l'ensemble de la filière musicale et des arts et de la culture. Donc, je dis juste que ça serait... Sachez qu'en tout cas, moi, je suis partie prenante et vraiment envie de le faire. Ça fait 5 ans qu'avec nos moyens, on essaye de faire des choses le mieux possible. C'est sûr que les moyens sont toujours limités dans les productions. On a quand même réussi à faire les 12 hommes rapaillés avec l'OSM quand même, par exemple, ce genre de choses. Mais s'il y a des diffuseurs qui sont prêts à tenter l'expérience, allons-y. Il y a les scènes ouvertes qui sont un outil extraordinaire pour ce genre de choses. Sachez que vous avez un partenaire
qui est convaincu. Merci. Très bien, merci. Monsieur? Oui, bonjour, Benoît Lagrandeur, Théâtre La Rubrique. Moi, le questionnement qui me vient assez spontanément, c'est que je me demande si, je sais pas moi, à l'instar de ce qui s'est passé avec le monde musical, avec ce qui se passe avec les téléséries, avec ce qui se passe aussi avec le cinéma, les gens qui se font pirater de façon absolument éhontée pour justement pouvoir être diffusés sur des réseaux tout à fait accessibles à tout le monde à Internet. Je veux bien la diffusion, mais c'est qui encore, au bout du compte, se fait baiser, excusez-moi, c'est les artistes. C'est juste ça, c'est principalement ça ma crainte. Comment protéger le droit des artistes avec ces projets-là? Est-ce que vous voulez répondre? En fait, je voudrais juste dire que comment protéger le droit des artistes, c'est qu'actuellement, pour toute diffusion sur le web ou sur la TV, c'est tout à fait protégé dans le sens qu'il y a des balises de réglementation, de tarification. D'ailleurs, c'est assez intéressant, les tarifications pour la télé. Ça coûte assez cher. Les artistes sont très, très contents quand il y a des diffusions à la télé parce que c'est une bonne source de revenus pour eux. Là où il y a un problème, c'est que la diffusion dans les salles de type Metropolitan Opera, au Québec, c'est un type de diffusion qui ne passe pas par les ondes traditionnelles et il n'y a pas encore de réglementation là-dessus. Donc, quand on a rencontré l'UDA ou la Guilde, ils nous ont dit, nous, c'est ni positif ni négatif, c'est juste qu'il faudrait qu'on établisse des tarifs, puis il faudrait qu'il y ait des activités pour savoir comment établir ça dans le respect des artistes. Donc, eux, il manque juste de cas pour bâtir la question ou trouver une réponse, finalement. La question ne s'est jamais posée, en fait, chez eux, donc ils n'ont pas vraiment de réponse, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils aimeraient pouvoir tester des modèles pour justement un revenu supplémentaire pour les artistes, de leur point de vue. Madame? Oui, bonjour. Paul Baudry, directrice générale de la danse sur les routes du Québec. Moi, j'ai un sentiment, quand je regarde ça, quand je vois votre analyse, c'est que il y a vraiment une soif pour ce type de proposition-là. Du point de vue d'un organisme comme la danse sur les routes, moi, j'y vois une opportunité de faire un développement beaucoup plus important pour la danse, parce que la danse, c'est le principe de la saucisse high grade. Plus tu en vois, plus tu as le goût d'en voir, plus tu as le goût de connaître les artistes de ces milieux-là. Ce que je trouve, moi, ce que je ressens, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, c'est qu'il y a urgence en la demeure, parce que si ce n'est pas nos productions québécoises qui prennent cette part de marché-là, ça va être des productions qui vont venir de l'étranger. Et pour moi, il est là, elle est bien plus là l'urgence que l'urgence de dire qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va se compétitionner nous-mêmes et tout ça. Et je trouve que ça ne va pas vite pour régler les problèmes de droit d'auteur, pour régler les problèmes de modèle d'affaires, pour régler les problèmes de technique dans les salles. Et pour moi, c'est là, oui, la vraie urgence. Une autre question ou commentaire? Oui, bonjour, Josée Roussy, diffuseur à Gaspé, pluridisciplinaire. Je vais être peut-être un peu émotive, mais c'est pas une question, c'est plus un statement. D'accord? Le diffuseur pluridisciplinaire en région, je trouve ça très choquant de voir que c'est un fourre-tout. Nous sommes appelés comme mandat à développer les arts de la scène et non à développer l'offre et ni la demande de captation, parce qu'ici, on ne parle pas d'art numérique, on parle de captation, donc de cinéma. Je n'embarquerai pas dans le monde du cinéma, mais on connaît Guzzo, on sait que les œuvres de nos cinéastes ne sont pas dans les salles. Nous, en région, à Gaspé, c'est très difficile de les avoir. Donc, et là, on parle d'ajouter une offre et aussi de nous donner la responsabilité, un peu comme rentrer dans la gorge, vous faites partie de la game, ou sinon, c'est d'autres qui vont la prendre. Le numérique, c'est pas nécessairement parce que c'est bien beau, c'est un fourre-tout de n'importe quoi, mais la mission première, c'est de mettre en relation l'artiste, l'œuvre et le spectateur et qu'ils vivent une expérience ensemble. Oui, Paul, la danse, c'est important que ça tourne, mais j'ai pas l'impression que de rajouter cette responsabilité-là
financières, ressources humaines spécialisées, donc tout ce dont on parle, alors que dans le Québec, les diffuseurs pluris, si on regarde au niveau des spécialisés, au niveau du calque, sont les moins financés et qui n'ont pas la structure financière pour maintenant même répondre aux objectifs d'excellence, de développer les disciplines dans la réalité qui est là et d'avoir des artistes qui viennent en région. Le territoire du Québec, c'est pas Montréal, tabarnak. Je suis écœurée d'entendre la région nommer Montréal et les régions. Vous êtes une région pour les gens de Gaspé. Montréal, ça fait partie du Québec, on est un grand territoire. Et il faut arrêter de centraliser les pratiques, les spectacles, justement, est-ce qu'on peut se payer ce type de spectacle-là au Québec pour les rentabiliser? Est-ce qu'on peut faire du grand déploiement, du breaking the wall ou nommez-les, pour centraliser encore plus de ressources à Montréal, des spécialistes, et on va développer encore ces compétences-là dans les grands centres? Est-ce que nous, les régions, on va simplement devenir des diffuseurs cinématographiques? C'est ridicule, c'est révoltant. Et je trouve ça inadmissible. Et je suis pour le numérique, je suis taguée numérique. Je le travaille, le numérique. Et j'y crois. Mais de cette façon-là, c'est un manque d'imagination. C'est une volonté du ministère de la Culture de répondre à des organismes, à des productions qui valent une fortune et qui ne peuvent pas payer directement par les entrées de billets par les Montréalais. Alors, posons-nous la question, est-ce que nous sommes un peuple qui va offrir des spectacles de haut niveau, appelez-les de grande voltige, en région, parce que les artistes n'ont pas le financement pour se rendre, il n'y a pas une volonté politique. Alors, les gens de la région vont avoir un beau petit trip événementiel habillé avec son manteau de fourrure pour se croire à l'Opéra de Paris. Désolée, j'y crois pas. Merci, José. Le suivant, merci. Bonjour, mon nom est Guillaume Leclerc. Je vais être rapide. Je suis auteur, compositeur et diffuseur, donc je joue sur les deux tableaux. Je voudrais savoir si le budget, dans le fond, a été questionné dans la recherche, à savoir ce que les gens seraient prêts à payer pour une telle diffusion. Je peux peut-être répondre oui. En fait, on a posé la question aux gens combien ils seraient prêts à payer. Le tiers des gens seraient prêts à payer entre 5 et 15 $. Okay. L'autre tiers entre 16 et 25 et l'autre tiers 25 $ et plus. Donc, ça variait vraiment. C'était très mitigé. Puis j'imagine que ça dépend aussi en fonction des projections. Actuellement, dans les cinémas, ça dépend en fonction des disciplines parfois. Donc, c'est ça. Parfait. Deuxième petit point, pour donner suite à l'intervention de madame. Dans une autre vie, avant d'être ce que je suis maintenant, j'étais directeur technique dans les salles de spectacle, donc je connais très bien votre réalité. Je vous invite peut-être, je suis ici neutre, à peut-être voir une opportunité d'affaires pour j'ai travaillé à l'Apocatière et au Centre culturel La Rivière-du-Loup, donc la petite salle et la salle quand même de grande envergure. La réalité des petites salles pourrait peut-être, avec cette vision, peut-être présenter des choses qui, oui, se font à Montréal, mais qui ne peuvent pas rentrer techniquement dans une petite salle. Donc, je vois là une opportunité, personnellement, à cette avenue. Merci. Merci. Suivant. Bonjour, David Laferrière, Théâtre Gilles Vigneault, Saint-Jérôme. Plusieurs affaires qui me questionnent, en fait, ou plusieurs points que je veux dire. Pour moi, ce qui est important de réaliser, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle type d'offre. Je pense que c'est une offre complémentaire. Ça ne va pas se substituer à des disciplines ou à une discipline ou à la rencontre entre le public et des créateurs. Je pense qu'il y a, au-delà de la volonté politique puis des sommes qui y sont consacrées, ce n'est pas l'endroit pour faire ce débat-là. C'est une réalité. On doit, je pense, continuer à réfléchir, à être très prudent, échanger. Je pense que les diffuseurs pluridisciplinaires ont une expertise que les cinémas n'auront jamais. Et si nous ne prenons pas un leadership de ce côté-là, ben il y a un problème, là. Je pense qu'on ne réussira pas à développer quelque chose. Par ailleurs, ce qui est merveilleux avec les captations, avec la circulation du numérique, c'est que ça n'a pas besoin de partir de Montréal. Alors, ça peut partir de partout. Alors, soyons créatifs, soyons intelligents
et ne concentrons pas nécessairement la circulation de ces spectacles-là sur les grands centres. Je pense qu'il y a une quantité astronomique de compagnies de création un peu partout dans le Québec et ça peut communiquer de haut vers le bas et du bas vers le haut. Ceci dit, je pense que nous devrons être très prudents et que notre milieu aura à jouer un rôle de premier plan pour s'assurer que ce développement-là et cette volonté politique nous rejoignent et qu'on soit conducteur de ce train ou de cette voiture-là. On a un rôle à jouer, on a une expertise à mettre de l'avant. Et voilà, cette offre québécoise-là devra transiter par nos salles pour ceux qui auront envie de le faire et pour ceux qui auront envie de l'accompagner. Voilà. Merci. Oui. Solange Morissette, Rosec. Alors, j'enchaînerai dans l'esprit de David qui parle de prudence, parce que c'est évident que déjà, en région, on a de la difficulté à avoir tous les spectacles qu'on veut. Les programmes d'aide à la tournée sont jamais à la hauteur des demandes, que ce soit à la SODEC ou au Calque. Alors, la tentation va peut-être être grande de vouloir envoyer un Yann Perrault en hologramme à Fermont, comme on disait l'année passée, et de mettre des sous dans des enveloppes comme ça dans la production. Alors, c'est sûr qu'on a réagi fort quand le sondage est arrivé. On n'est pas réactionnaire, mais en même temps, on s'est dit, là, wow, ça va bouleverser vraiment les habitudes des diffuseurs. Alors oui, prudence, parce que ça va être tentant d'envoyer des films des artistes, en tout cas, des captations des artistes sur la route. Ça va coûter pas mal moins cher. Alors ça, c'est ça qui nous inquiète beaucoup dans ce projet-là, mais on est à l'écoute. Merci. Bonjour. Je peux pas sauter, là, c'est pas illégal. Comme Johnny. Oh, non. Marie-Claude Briard, je fais c'est des spectacles à Gaspé. Je vais juste clarifier. Moi, je travaille avec le magnifique projet des stations scéniques avec la SAT. On est 20 salles branchées. Puis on essaye de jouer ensemble. Je vais juste clarifier que la téléprésence, il faut quand même faire attention de ne pas l'amalgamer avec la captation puis la rediffusion. J'ai entendu à deux reprises. C'est pas qu'on veut être en chicane, là, mais ça serait bon qu'on le démarre. La téléprésence, c'est vraiment le fait soit de faire du développement de produits ou de contenu, ou, comme notre part, de la médiation, et que la distance n'ait plus d'importance. C'était un slogan de quelque chose, ça, il y a quelques années, hein? Ouais. Mais juste de clarifier ça, de faire attention, parce que déjà on parle du numérique, c'est une grande... Moi, j'appelle ça, c'est l'électricité, c'est notre électricité de maintenant, le numérique. Dans le fond, c'est ça. La captation, la rediffusion, c'est un produit, c'est une chose. La téléprésence, c'est un autre terrain de jeu. Puis juste qu'on s'habitue à les distinguer pour pas amalgamer, puis d'utiliser, dans le fond, un premier projet puis le mélanger avec un autre. Je vais juste faire une clarification pour protéger ce beau projet-là qu'on est en train de développer. Et amour. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui iraient au micro? Sinon, oui. C'est beau, je vous attends. Vous êtes vivace, que j'aime ça, moi. Bonjour. Oups, c'est fermé. Bonjour, donc Isabelle Ouimet, coup de cœur francophone, nouvelle diffuseur. Bonjour, je me présente en même temps. Vous avez jeté les bases d'une première analyse au niveau de pourquoi les gens s'intéressaient à ça, mais je trouve qu'on n'a pas creusé assez et je pense qu'il se dégage de ça quelque chose d'intéressant. En fait, je pense que ce qui intéresse les gens, c'est et la force du médium, en fait, c'est de rendre accessible à une population qui n'aurait pas accès à autrement. Et donc, je ne vois pas la possibilité de s'auto-cannibaliser si on creuse cet aspect-là et si on profite de l'opportunité que le médium peut apporter. Je pense au contraire qu'en région, je viens de la région aussi. J'habite Montréal, mais je viens de la région. Et je pense qu'en région, il peut se faire des extraordinairement belles choses si on s'attarde plus à cet aspect-là en particulier. Voilà. Et je pense pas qu'un Yann Perrault à Fermont en captation, c'est intéressant. Voilà. Merci. Alors, je prendrai les deux dernières présentations pour respecter un peu l'horaire. Merci. Bonjour, Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique du Centre des arts de Bécomo.
bon, je trouvais ça intéressant et j'ai ri jaune à quelques reprises. Je trouve ça drôle d'imaginer que les gens vont aller voir de la danse contemporaine sur captation alors que j'ai de la misère à vendre 10 billets parfois pour un spectacle d'une qualité artistique exceptionnelle, mais tout de même, c'est des enjeux auxquels on doit faire face à chaque jour. Cependant, je me considère dans la catégorie de diffuseurs ouverts. Je pense que ces outils-là, parce que je les vois comme des outils, peuvent être complémentaires à une offre, peuvent être très facilitants aussi pour développer un public. Mais là où je me questionne, c'est de me dire, justement, on n'est pas dans une ère où les arts de la scène, c'est nécessairement facile. Je pense, c'est sûr, à mon milieu, à ma région, quand on parle de décroissance démographique, vieillissement de la population, contexte économique difficile. Je sais que d'autres collègues vivent ça également. Donc, c'est de voir si je veux me rendre à ces stades-là là, d'accompagnement et même d'expérimentation. Après ça, est-ce qu'il y a une volonté politique de venir nous soutenir financièrement pour venir nous épauler dans ce désir de peut-être faire partie là, de ces phases-là d'expérimentation? Je ne sais pas à quel point vous pouvez répondre également, mais c'est une réflexion que j'ai quand j'entends tout ça. Mais on n'a pas autour ici. Est-ce que, Clotilde, tu veux répondre? En fait, je ne peux pas répondre. Moi, je ne suis pas subventionnaire, mais dans la salle, il y a des gens qui vous subventionnent, qui vous écoutent présentement. Et j'en profite aussi pour dire que M. Rochelot du Plan culturel numérique devait être avec nous, mais il a dû se décommander pour des raisons de santé. Mais tout ce qui se dit aujourd'hui, puis je pense qu'il nous écoute ailleurs, de son lit d'hôpital, vont être transmis à des gens qui soutiennent. Martin a parlé de stratégie, c'est un terme important. Parler de volonté. David Laferrière a parlé de parties prenantes. Juliane a parlé d'œuvres collectives. C'est le genre de choses qui ne se fait pas tout seul, hein, qui ne s'imposent pas à personne, et c'est surtout pas bidirectionnel. C'est vraiment... c'est-à-dire c'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Donc, à partir de maintenant, pour répondre à votre question partiellement, je pense que ça va appartenir à l'Assemblée de faire en sorte qu'il y ait une suite ou qu'il n'y en ait pas. Donc, ça plante une graine. Il y en a une l'année passée qui a été plantée. Il y en a qui disent qu'il faut se dépêcher. Il y en a qui disent que on ne doit pas se presser. J'entends beaucoup de choses fort intéressantes. Je suis très heureuse que les gens se soient exprimés. Puis s'il y en a d'autres qui pourraient le faire après la séance, on va être heureux de venir vous écouter. Mais c'est sûr que les gens ici, c'est pas nous qui allons décider de la suite. Ça va falloir que ça se fasse avec des gens qui ont envie que ça se poursuive et que ça peut très bien se faire sur une base pilote, comme le suggère la recommandation de l'étude, puis une rétroaction pour voir dans quelle mesure on peut en arriver à développer quelque chose qui soit régulier, systématique, quelque chose qui ne remplace pas les arts vivants, mais quelque chose qui vient, je l'ai dit tantôt, un levier au développement du public. La question du mandat des diffuseurs, Martin l'a bien mentionné, ce n'est pas présentement dans le mandat des diffuseurs de développer ce type de produit-là. Le mandat des diffuseurs pluridisciplinaires spécialisés, c'est de développer des disciplines. On le sait. Je pense qu'encore une fois, qu'il y a des gens qui soutiennent les programmes, qui gèrent les programmes, qui soutiennent une partie de vos activités, qui entendent nos échanges. Et puis, comme je viens de le dire, le futur nous appartient. Peut-être Régent Perron, directeur de la diffusion au Conseil des arts et des lettres, nous dirait quelques mots. C'est sûr que je ne suis pas seul dans la salle non plus. Il y a mes collègues de la SODEC là aussi qui sont au parfum de ce projet-là, de cette analyse-là, de ce développement-là. On suit ça avec attention. C'est sûr qu'il y avait dans les projets, il y a 2-3 ans, on avait parlé de projets pilotes qui se passeraient juste dans les cinémas. Je pense qu'on a levé la main. On a dit, attendez, là, je veux dire, avant d'aller seulement dans les cinémas, il faut aussi se préoccuper du réseau des salles de diffuseurs au Québec. Alors là, c'est un projet de la Place des Arts qu'on regarde, qu'on analyse, mais ça va faire partie de notre comité. Vous savez, on part un chantier de diffusion. On l'a annoncé cette semaine, on a un chantier sur la diffusion. Ce sujet-là fait partie des enjeux, c'est-à-dire la projection le projet pilote, que le projet pilote ou toute forme de projection, dans le fond, dans les salles de diffuseurs, fait partie des questionnements qu'on a. Et on a une Josée Roussy sous le comité, puis on a des gens de d'autres points de vue. Alors, il va y avoir vraiment des points de vue qui vont se confronter. Ça s'annonce très bien. Je vois ça vendredi. Je
pensais pas m'embarquer là-dedans. Tu peux faire la médiation. Oui, c'est ça. Mais on commence les travaux vendredi. Mais c'est un sujet à l'ordre du jour pour nous. Et évidemment, s'il y a une volonté de faire des projets pilotes en même temps, en parallèle, on ne s'opposera pas. Là. Je veux dire, il faut quand même voir cette réalité-là. On est très conscient que c'est un phénomène qui existe. Puis, tu sais, pas plus tard qu'hier matin, ce matin, hier après-midi, j'entendais un diffuseur d'Abitibi qui remplit ses salles avec ça. Alors, c'est ça aussi la dynamique. Là. Je dis, il va falloir que tout le monde regarde les avantages et les inconvénients, mais on a une Josée pour un point de vue, on va avoir d'autres points de vue. Merci, Régent. Il y avait encore, je pense, une personne qui attendait, oui. Ouais, c'est juste Roger Sinner, danseur chorégraphe contemporain. J'ai déjà fait aussi le vidéo et je travaille avec la musique live aussi. Moi, je vois un potentiel. Moi, je ne veux pas qu'on remplace le live, mais disons qu'il y a une salle qui ne peut pas accueillir les danses, mais ils peuvent accueillir la musique, par contre. Alors, d'avoir la musique qui accompagne peut-être la projection des danseurs, peut-être une piste intéressante. À poursuivre. Par contre, c'est le beau spectacle de Pierre-Paul Savoie qu'on a vu, qui peut seulement accueillir un piano et une chanteuse, mais peut-être un projet où peut avoir ça au même temps que la danse projetée en arrière. C'est juste, il faut être imaginatif, créatif et penser d'autres pistes et possibilités. Mais oui, je suis tout à fait d'accord de ne pas remplacer le spectacle live avec le numérique. Merci. Merci. Alors, je croyais... Vite, oui. Allez. La proposition de mon amie Diane Blanchette, qui est une collègue à Lévis que j'admire profondément sur le développement des publics, nous disait, n'est-ce pas le rôle du diffuseur public, Radio-Canada et tout ça, de présenter ces œuvres-là à la télé, ouvert à tous pour le développement de la danse, des disciplines. N'est-ce pas le rôle de ces diffuseurs-là d'être là? Et les beaux dimanches, on y croit. On croit juste que c'est pas le... En tout cas, voilà. Merci, Josée. Alors, j'inviterai Juliane à venir conclure cette présentation. Ah, les beaux dimanches! Bien, merci beaucoup tout le monde. Je pense que ça a été un bel échange. J'ai l'impression qu'on a fait comme un pas, on s'est apprivoisé. Je trouve ça bien. J'ai entendu des choses comme opportunité d'affaires, accessibilité, mais aussi en même temps prudence. On est tous des régions. Je pense que c'est des mots forts, c'est des choses qu'on va retenir. Comme on le dit, la discussion est à poursuivre. On s'est parlé l'année passée, on se parle cette année. Je pense que là, nos échéances de discussion vont se rapprocher de plus en plus. Je suis contente de cet échange-là. L'étude va être disponible, bien sûr, sur le site Internet de Rideau et vous l'avez aussi mis en ligne. La place des arts puis du ministère. C'est ça. Bon, alors voilà. Pour ceux qui voudront la lire, prendre le détail de tout ça, continuons la discussion. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça. Il y a de quoi là. C'est un truc encore à apprivoiser, mais il y a de beaux projets devant nous. En tout cas, on va voir à ce qu'il y ait une suite, nous, comme organisation, bien sûr, maintenir ce dialogue-là avec nos bailleurs de fonds. Je pense que c'est important qu'ils prennent acte. Je ne crois pas non plus que personne n'a l'intention de remplacer ou de remplacer le spectacle vivant, bien au contraire. Alors, sur ces paroles, je vous inviterai à notre pot de l'amitié. C'est ce qui conclut pour vous le forum. J'espère que vous avez passé un beau moment. Donc, merci d'avoir assisté à la discussion.